La digitalisation n'est plus un supplément d'âme, elle est une infrastructure, un langage, un réflexe. La logistique n'est plus en coulisses, elle est au cœur de la promesse. La donnée n'est plus un outil, elle est un actif stratégique. Et le sens, qu'il passe par la durabilité, la proximité ou la transparence, n'est plus un luxe narratif. Il devient une exigence du client, une boussole pour l'enseigne, une responsabilité pour le secteur. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial sur la distribution alimentaire pour tenter d'en dresser un état des lieux d'un secteur en mutation. En effet, la distribution alimentaire connaît une transformation silencieuse mais déterminante à première vue. Les points de vente sont toujours là, les grandes enseignes occupent le paysage et les produits dans les rayons semblent suivre un cycle immuable. Pourtant, cette apparente continuité, les fondations du modèle traditionnel sont en train de se fissurer. Et c'est justement cette tension entre inertie et mutation que je souhaite explorer aujourd'hui. Depuis plusieurs années, j'ai eu l'occasion de donner la parole à de nombreux dirigeants du secteur. À travers ces conversations, un constat s'impose, la distribution alimentaire n'évolue pas à la marge. Elle change de nature, elle passe d'un modèle centré sur la massification, les volumes, la logistique industrielle, à une approche plus fine, plus servicielle, plus orientée consommateur, mais aussi plus exposée, plus fragile, plus contrainte. Ce que révèlent ces échanges, c'est une recomposition stratégique en profondeur, une recomposition parfois assumée, parfois subie, mais toujours alimentée par un faisceau de pression convergente. Évolution des usages, transition écologique, montée des coûts logistiques, polarisation de la consommation, émergence de nouveaux entrants agiles et innovants. Il ne s'agit pas ici de faire un panorama académique du secteur, ni un compte-rendu linéaire des épisodes précédents. Ce que je vous propose ici, c'est une lecture plus transversale, un décryptage, une tentative de mise en perspective de ce qui est en train de se jouer dans ce secteur vital, à partir de 12 épisodes du podcast enregistrés avec des acteurs très différents, mais tous directement impliqués dans la réinvention de la distribution alimentaire. On y croise des groupes historiques comme Carrefour, des enseignes urbaines comme Franprix, des plateformes comme Épicerie, Joe ou La Belle Vie, mais aussi des voix plus analytiques comme celle d'Olivier Dauvers ou institutionnelles comme celle de Stéphane Layani, président de Rungis. Tous ces échanges pris séparément sont riches d'enseignements. Mis en parallèle, ils permettent de dégager des tendances lourdes, des lignes de force, des zones de fracture, et c'est précisément ce que nous allons faire dans cet épisode. Nous allons parler digitalisation, oui, mais pas simplement comme un canal de vente supplémentaire. Nous allons parler logistique, mais en interrogeant les nouvelles géographies du commerce. Nous allons parler data, durabilité, relations clients et surtout, nous allons nous interroger sur une notion clé souvent galvaudée, la proximité, car au fond,
Et c'est peut-être cela le cœur de la mutation actuelle. Comment rester proche dans un monde où tout s'éloigne, les marges, les producteurs, les consommateurs eux-mêmes? Alors d'abord, commençons par la digitalisation de la distribution. Est-ce une rupture ou une continuité? Pendant longtemps, le digital dans la distribution alimentaire a été perçu comme un prolongement, une extension naturelle de l'existant. On a d'abord construit des sites e-commerce pour répliquer l'expérience magasin, on a développé des services de drive pour répondre à la contrainte de temps, et l'on a investi dans des applications pour simplifier la relation client. Mais ce que j'ai pu observer à travers plusieurs épisodes du podcast, c'est que cette lecture incrémentale est désormais dépassée. Le digital ne prolonge plus le commerce, il le transforme, il agit en profondeur sur la manière dont on perçoit l'offre, dont on structure les flux, dont on organise la relation à l'enseigne et surtout sur la manière dont le client entre en contact avec le produit. Chez Carrefour, par exemple, Élodie Pertuiseau incarne ce virage stratégique. L'enseigne n'oppose plus les canaux, elle les tisse ensemble. Le digital devient une colonne vertébrale qui irrigue l'ensemble de l'écosystème. Gestion des promotions, personnalisation des parcours, refonte de la fidélisation, pilotage de l'assortiment. Et surtout, la donnée devient une ressource critique. Elle n'est plus cantonnée à la relation client, elle structure les décisions opérationnelles, commerciales, marketing. Elle permet de contextualiser l'acte d'achat, de proposer des contenus, des offres, des produits en fonction du moment, du profil ou de l'intention. Ce glissement vers une logique data-driven, on la retrouve chez Joe, mais poussée à son extrême. Là, l'entrée dans le parcours d'achat ne se fait plus par le besoin ni par l'offre, elle se fait par le désir, une idée de recette, un moment de vie, une envie du soir. À partir de là, l'application génère un panier, le relie à une enseigne, optimise les quantités et propose la livraison ou le retrait. Joe ne vend rien, il orchestre. Il organise un parcours dans lequel l'achat devient presque secondaire, et c'est précisément cela la nouveauté. Le digital n'est plus un canal, il devient un moteur de scénarisation, un metteur en scène de l'expérience d'achat. La Belle Vie, quant à elle, va encore plus loin sur la dimension logistique. C'est une entreprise digitale, certes, mais avec une maîtrise totale de la chaîne d'approvisionnement, du stockage et de la livraison. Ce qui compte ici, ce n'est pas l'interface, c'est la promesse, livrée dans la journée, avec une fraîcheur irréprochable et un assortiment qui mêle produits du quotidien et référencement premium. Le digital est ici mis au service d'un niveau de service extrêmement exigeant où la qualité perçue repose autant sur la fluidité du parcours que sur la capacité à tenir des engagements logistiques complexes. Et puis il y a Picnic qui représente un autre archétype du commerce alimentaire digital, celui du modèle intégré verticalement. Pas de magasin, pas de marque nationale, pas de stock éclaté. Tout est pensé pour l'efficacité. Les tournées sont optimisées, les produits sont standardisés, les marges sont serrées. Ce que Picnic montre, c'est qu'il est possible de reconstruire une logique de mass market dans un cadre 100% digital, mais à condition d'internaliser l'ensemble de la chaîne. Et cela suppose une vision long terme des moyens industriels, mais aussi une logique de territoire, car ce modèle n'est viable qu'en zone dense, avec des volumes réguliers et une forte rationalisation des coûts. Face à ces acteurs plus jeunes, plus agiles, souvent plus concentrés sur un périmètre restreint, les enseignes historiques sont contraintes de revoir leurs priorités. Le digital ne peut plus être considéré comme un centre de coût, il devient un levier stratégique, un outil d'efficacité, mais aussi, et c'est peut-être là d'ailleurs le plus important, un vecteur de relations. La question devient alors comment digitaliser sans déshumaniser, comment orchestrer un parcours fluide, rapide, efficace, tout en préservant une forme de lien, de confiance et d'engagement. C'est là que la donnée intervient, non plus seulement comme un outil d'optimisation, mais comme un levier de personnalisation. Et chez Carrefour, par exemple, l'objectif est de passer d'une logique de masse à une logique de segment, puis d'individu, une approche qui nécessite non seulement des outils technologiques, mais une transformation organisationnelle, car une relation personnalisée, ce n'est pas uniquement une offre ciblée, c'est un discours cohérent, un ton juste, une capacité à anticiper plutôt qu'à réagir. Ce que tous ces exemples montrent, c'est que la digitalisation ne constitue pas un virage, mais une recomposition. Elle ne s'oppose pas à un modèle existant, elle le déconstruit pièce par pièce pour en reconstruire un nouveau
Un modèle dans lequel l'expérience prime sur la transaction, dans lequel la donnée prime sur la surface commerciale et dans lequel la rapidité, la fluidité et la pertinence deviennent des facteurs de fidélité plus puissants que le prix ou la promotion. Mais cette transition est coûteuse, elle est risquée, elle est encore loin d'être achevée, car digitaliser, ce n'est pas seulement mettre en ligne un site ou une app, c'est repenser ses flux, ses équipes, ses priorités, c'est accepter de se remettre en cause et c'est surtout faire le pari que l'innovation technologique peut être mise au service d'un commerce plus juste, plus simple et plus aligné avec les usages. Et de cette équation-là, aujourd'hui, peu d'acteurs la maîtrisent entièrement. La logistique urbaine est dernier kilomètre, nouvel épicentre de la valeur. S'il y a un sujet qui revient dans presque toutes les conversations sur la distribution alimentaire, c'est bien celui de la logistique. Longtemps considérée comme un rouage silencieux, invisible, purement opérationnel, la logistique est devenue un élément de différenciation stratégique, et plus précisément encore, le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est cette zone floue, tendue entre la promesse faite au client et sa concrétisation. C'est aussi là que se joue désormais une partie décisive de la bataille pour la fidélité. Car livrer vite, bien, au bon moment, avec des produits frais, dans un emballage correct, sans erreur ni retard, n'est plus un luxe, c'est devenu une attente. Et cette attente, elle façonne les modèles. La belle vie, par exemple, l'a parfaitement intégrée. Son positionnement ne repose pas seulement sur la qualité des produits ou l'ergonomie de son application, il repose sur une promesse logistique tenue. La start-up a fait le choix de tout internaliser, entrepôt, approvisionnement, flotte de livraison. Une stratégie coûteuse, exigeante, mais qui permet de garder la main sur l'expérience client jusqu'au seuil de la porte. Ici, le dernier kilomètre n'est pas un poste de dépense à minimiser, c'est un levier de valeur. La ponctualité, la température, la présentation du colis, tout cela participe à la perception globale de la marque. Chez monmarché.fr, la promesse est proche, mais le positionnement diffère légèrement. On est dans l'univers du frais, du primeur, de la qualité perçue, et là encore, la logistique est clé. Pour maintenir la fraîcheur, il faut raccourcir les délais, contrôler les flux et limiter les ruptures. Le client qui commande des tomates à 11h veut les recevoir à 18h, pas le lendemain, et encore moins avec une substitution par un autre produit. C'est une autre forme d'exigence qui impose de repenser les référentiels classiques de l'efficacité logistique. Ici, le défi n'est pas seulement de livrer vite, c'est de livrer juste. Le cas d'épicerie illustre quant à lui une autre dimension du dernier kilomètre, celle de la mutualisation. La plateforme connecte les commerçants de quartier avec les clients urbains et organise la livraison. Elle ne possède pas les produits. Ce n'est pas un distributeur au sens classique, mais elle joue un rôle d'orchestrateur. Elle synchronise les commandes, mutualise les livraisons et optimise les tournées. Dans un contexte de congestion urbaine, le coût du carburant, de pression environnementale, cette logique de mutualisation pourrait bien devenir un standard. Et si Épicerie démontre que la logistique urbaine ne se pense plus en silo, elle devient collaborative, dynamique, adaptative. Franprix, de son côté, tire parti de son maillage territorial dense. Le dernier kilomètre, dans son cas, c'est le magasin. L'enseigne mise sur une approche digitale, les points de vente deviennent des mini-entrepôts, des relais logistiques, des lieux de retrait, mais aussi des lieux de vie. Ce modèle repose sur un ancrage local fort, bien sûr, et sur une capacité à activer rapidement un service de proximité en réponse à des besoins très courts, déjeuner sur le pouce, courses d'appoint, produits oubliés. C'est une forme de logistique contextuelle qui s'adapte au rythme de la ville, au micro-usage, aux habitudes de quartier. Puis il y a Shopfully qui aborde le sujet sous un angle original, celui de la digitalisation du trafic en magasin, en collaboration. Avec Carrefour, Shopfully vise à digitaliser ce qui était jusqu'à présent un bastion de l'analogique, le prospectus. Et là, l'enjeu est double. D'un côté, générer du trafic qualifié en point de vente. De l'autre, optimiser une communication locale pour inciter à l'achat immédiat. Ici, on parle d'une logistique de l'information, une logistique invisible mais décisive pour activer le dernier mètre, celui qui précède la mise au panier. Enfin, Rungis s'occupe une place à part dans cet écosystème. Plus qu'un marché, c'est un hub logistique stratégique, un centre de gravité autour duquel s'organise une grande partie de l'approvisionnement alimentaire de l'Île-de-France. Ce que Stéphane Layani, son président, souligne dans notre échange,
C'est l'importance croissante des circuits courts, des produits de saison, de la traçabilité. Mais pour que ces principes aient une traduction opérationnelle, il faut des infrastructures, des flux bien gérés, une capacité à connecter rapidement les producteurs aux consommateurs finaux. Et là encore, le dernier kilomètre devient une variable critique. Comment acheminer une production locale à Paris intramuros sans exploser les coûts, ni rallonger les délais, ni dégrader la qualité? En réalité, ce que montrent tous ces exemples, c'est que la logistique n'est plus une fonction d'arrière-boutique, elle devient une promesse en soi, une extension directe de la proposition de valeur. Et dans un univers où la rapidité, la transparence, la flexibilité deviennent des standards, le dernier kilomètre s'impose comme le lieu de vérité du commerce. Et c'est là que ça se gagne, ou ça se perd, la confiance du client. C'est là que se mesure la capacité d'une enseigne à tenir sa parole. C'est là aussi que se creusent les écarts entre les promesses marketing et la réalité du terrain. La distribution alimentaire ne se résume plus à mettre des produits à disposition, elle consiste à synchroniser l'envie, la disponibilité, le moment, le lieu, et à rendre tout cela fluide, sans friction. Et c'est probablement là que se situe aujourd'hui l'un des plus grands défis du secteur. La donnée nouvelle, active, stratégique. S'il y a un mot qui revient dans tous les discours de la distribution alimentaire, parfois jusqu'à l'usure, c'est celui de data. Mais à bien y regarder, la donnée ne se résume pas à un buzzword, elle est de plus en plus l'infrastructure invisible sur laquelle repose toute la mécanique du commerce contemporain. Pendant longtemps, les distributeurs ont géré leurs activités à partir d'intuitions, de chiffres de vente, de panels, de grandes tendances de consommation. Aujourd'hui, ils résonnent en temps réel et surtout, ils résonnent à l'échelle individuelle. Chez Carrefour, l'exemple est particulièrement emblématique. La stratégie digitale engagée repose en grande partie sur la construction d'un écosystème data unifié. Chaque interaction client, en ligne, en magasin, sur l'app, via la carte de fidélité, devient une source d'information. Et cette information, agrégée, analysée, modélisée, permet d'adapter les prix, les assortiments, les campagnes, les parcours. On n'est plus dans une logique de masse, on est dans une logique d'hyper-personnalisation. Ce que permet la data, c'est d'ajuster finement les offres à chaque segment de clientèle, mais surtout, c'est de comprendre les usages avant qu'ils ne deviennent des tendances, d'anticiper les ruptures, de détecter les signaux faibles, d'ajuster la logistique en fonction de la météo, des événements sportifs, des jours fériés ou alors des habitudes locales. La donnée devient ainsi un outil de pilotage opérationnel, mais elle est aussi et peut-être surtout un levier de création de valeur marketing. Chez Joe, par exemple, la donnée est au cœur de l'expérience. L'application reprend les habitudes de consommation. Elle sait que vous mangez végétarien le lundi, que vous cuisinez rapide le jeudi, que vous faites une quiche le dimanche soir. Elle vous suggère des recettes, elle anticipe vos besoins, elle optimise votre panier. L'expérience client est construite sur la base de la donnée, non pas comme une ressource technique, mais comme une matière première narrative. Elle donne du sens, elle crée du lien et elle fidélise. Même logique chez Mon Petit Ballon qui personnalise ses recommandations de vin à partir de questionnaires de goût. Loin d'un moteur de recherche classique, le parcours repose sur une connaissance fine du client, intégrée progressivement dans un système de recommandation. Ici, on entre dans une logique de contenu augmenté par la donnée qui s'approche du modèle de Netflix ou de Spotify. Mais si la donnée est partout, elle n'est pas neutre. Elle pose des questions éthiques, juridiques, organisationnelles. Comment la collecter de manière transparente? Comment en faire un usage utile pour le client comme pour l'entreprise, sans troubler l'hyper-sollicitation ni la manipulation? Comment éviter l'effet boîte noire, dans laquelle les décisions sont prises par des algorithmes dont on ne comprend plus les logiques? Chez Shopfully, la donnée est utilisée pour optimiser la communication locale. En analysant les comportements de navigation, les historiques de recherche, les trajets domicile-travail, la plateforme propose des promotions ciblées, géolocalisées, personnalisées. Ce n'est plus le client qui va vers l'offre, c'est l'offre qui se rend visible au bon moment, au bon endroit et dans un contexte donné. Ce qu'on observe ici, c'est l'émergence d'une intelligence commerciale distribuée, fondée non plus sur le contact, mais sur l'anticipation. Enfin, chez Greenwiz, la data est aussi un outil de lisibilité.
Elle permet de retracer les filières, de certifier les engagements, de rendre visible la transparence. Dans un univers où la confiance est fragile, où les consommateurs exigent des preuves, pas des promesses, la donnée joue un rôle de garant. Elle devient une interface entre la marque et le client, un vecteur de preuves. Au fond, ce que ces acteurs nous montrent, c'est que la donnée ne vaut pas pour elle-même, elle vaut pour ce qu'on en fait, par la matière dont elle est activée, scénarisée, transformée en outil de compréhension, d'optimisation, mais aussi, et c'est crucial, de relation, car derrière les algorithmes, les tableaux de bord et les moteurs de recommandation, il y a toujours une ambition, celle de mieux servir, de mieux connaître, de mieux converser. Et peut-être plus fondamentalement encore, celle de reconstruire une forme d'intimité dans un commerce devenu massifié. Une quête de sens, durabilité, traçabilité, proximité. Depuis quelques années, une inflexion profonde s'opère dans la distribution alimentaire. L'offre ne suffit plus. Le client veut comprendre, veut choisir en connaissance de cause. Il ne cherche plus seulement un produit ou un prix. Il cherche une intention, un alignement, un sens. Dans cet esprit, Greenwiz incarne sans doute l'un des exemples les plus aboutis. Le bio n'est pas ici un argument de différenciation, c'est une colonne vertébrale. Son fondateur, Romain Roy, évoque une entreprise conçue dès le départ comme un acteur militant, mais structuré, industrialisé, capable de concilier performance, logistique et engagement. Greenwiz mise sur la profondeur de gamme, l'exigence dans la sélection, l'accompagnement des producteurs, et au fil du temps, la plateforme est transformée en une marketplace pour élargir l'offre sans dévoyer l'exigence initiale. Monmarché.fr et Épicerie, chacun à leur manière, défendent également une autre vision du commerce, plus locale, plus humaine, plus connectée à la réalité du terrain. Chez Monmarché.fr, on valorise la fraîcheur, la saisonnalité, la relation directe avec les fournisseurs. Le produit est remis au centre avec une obsession, la qualité, mais aussi la vérité et la transparence. Épicerie, quant à elle, mise sur la réactivation du lien entre consommateurs urbains et commerçants de quartier. Ce n'est pas seulement une marketplace de proximité, c'est une plateforme qui réhabilite les métiers, les vitrines de rue, les visages familiers. Une forme de commerce augmenté par le digital, mais ancrée dans la ville. Franprix, de son côté, navigue entre les injonctions. L'enseigne urbaine tente de concilier commodité, engagement, innovation et sobriété, accessibilité et responsabilité. Le sujet du gaspillage, des formats, des circuits courts revient régulièrement dans les propos de ses dirigeants. On sent une conscience des enjeux, mais aussi une lucidité. Tout ne peut pas être transformé du jour au lendemain. La contrainte économique structure les ambitions. Et c'est ici que le regard d'Olivier Dauvers apporte un éclairage particulièrement précieux. Observateur de terrain depuis plus de 20 ans, il pose un constat sans détour. La distribution alimentaire est confrontée à une série d'injonctions contradictoires. On veut plus de bio, plus de local, plus de propre, mais au même prix, avec la même praticité. Or, cette équation, selon lui, n'est pas soutenable. Elle engendre une tension permanente dans les arbitrages des enseignes et une forme de schizophrénie chez le consommateur lui-même. Pour Olivier Dauvers, cette quête de sens n'est pas un phénomène marginal. Elle est structurelle, mais elle exige de dépasser les discours. Elle impose de repenser en profondeur les modèles de marge, les chaînes logistiques, les modes de communication. Le sens n'est pas un claim sur un packaging, c'est un choix stratégique, parfois douloureux, toujours contraignant. Ce que son analyse met en lumière, c'est la nécessité pour les distributeurs de sortir de l'ambiguïté, assumer des partis pris, quitte à perdre une part de marché pour en gagner une autre, plus durable, plus fidèle. Cette exigence de cohérence se retrouve aussi dans l'approche de Stéphane Layani, le président du marché de Rungis. Rungis, souvent perçu comme une simple plateforme d'approvisionnement, est en réalité un acteur structurant de la transition alimentaire. Stéphane Layani défend une vision du commerce où les filières sont organisées, les flux maîtrisés et la valeur mieux répartie entre producteurs, distributeurs et consommateurs. La durabilité commence par la logistique, affirme-t-il, et cette logistique suppose des infrastructures, de la planification et une vision industrielle. Du côté des pure players, La Belle Vie et Picnic incarnent une autre approche, celle d'une efficience opérationnelle mise au service de la sobriété. Chez La Belle Vie, tout est intégré, comme on le disait, entrepôt, stock, flotte de livraison.
Ce modèle permet de limiter les pertes, de raccourcir les délais et de maîtriser les émissions. Chez Picnic, c'est la planification qui joue un rôle central. Les tournées sont fixes, les créneaux partagés, les livraisons rationalisées. Ici, l'engagement environnemental n'est pas un discours, c'est un effet secondaire positif d'un système bien conçu. Enfin, la question du sens s'exprime aussi dans la manière dont on adresse le client. Le partenariat entre Carrefour et Shopfully illustre une tentative de rupture avec la logique du prospectus papier en numérisant la communication promotionnelle, en la rendant plus ciblée, plus contextuelle, moins envahissante. Les deux acteurs cherchent à réconcilier efficacité commerciale et sobriété écologique. Ce changement de paradigme, informer sans saturer, pousser sans imposer, s'inscrit dans une attente croissante de la part des consommateurs, celle d'une relation plus respectueuse, plus personnalisée, plus responsable. En définitive, ce qui révèle tous ces échanges, c'est que le sens devient une variable stratégique, pas une posture, pas un storytelling, mais un véritable différenciateur. Et dans un univers de plus en plus concurrentiel, incertain, fragmenté, c'est probablement le seul ancrage durable. Proximité au-delà de la géographie, une stratégie relationnelle. Pendant longtemps, dans la distribution, le mot proximité désignait une réalité simple, la présence physique d'un magasin près du domicile. Mais ce que révèlent les épisodes analysés, c'est que cette notion s'est transformée, elle s'est enrichie, complexifiée, étendue. Aujourd'hui, la proximité n'est plus seulement spatiale, elle est relationnelle, culturelle, émotionnelle, et pour certaines enseignes, elle devient même une stratégie. Franprix, par exemple, incarne historiquement le commerce de proximité urbain, mais ce positionnement évolue. Il ne s'agit plus uniquement d'être au coin de la rue, mais d'être pertinent dans le moment de consommation, répondre à un besoin d'appoint, proposer une sélection contextualisée, refléter des usages d'un quartier. C'est une proximité d'usage fondée sur la compréhension des rythmes de vie. Épicerie, de son côté, fait le lien entre technologie et commerce de quartier. En réactivant les circuits courts via une application, la plateforme redonne un visage au commerce, celui du boucher, du fromager, du maraîcher d'à côté. Ce qu'elle vend, ce n'est pas seulement un produit, c'est une relation de confiance préexistante. Réinterprétée à l'ère du numérique, la proximité devient alors un levier de réassurance. Monmarché.fr adopte une démarche complémentaire. En misant sur le conseil, la sélection, la fraîcheur, la marque reconstruit un lien qui était parfois perdu avec les circuits industriels. Le client ne veut pas seulement être livré rapidement, il veut être conseillé intelligemment, guidé avec tact, rassuré sur la qualité et l'origine. C'est une proximité cognitive, une promesse de compréhension mutuelle. Chez La Belle Vie, la proximité passe par la performance. Livrer dans la journée, tenir les délais, évoquer les ruptures, tout cela révèle d'un contrat implicite avec le client. Et ce contrat, lorsqu'il est tenu, crée une proximité de confiance. Même si tout se passe en ligne, même si le livreur n'est pas un visage connu, l'expérience est fluide, constante, maîtrisée. Et la fidélité naît de cette répétition bien exécutée. Joe, quant à elle, propose une autre forme de proximité, celle de la personnalisation. L'algorithme retient vos préférences, adapte vos recettes, anticipe vos besoins. La plateforme donne l'impression d'un commerce à l'écoute, sans avoir besoin d'interaction humaine. C'est une proximité algorithmique, mais chaleureuse, car elle s'appuie sur une connaissance fine de vos habitudes de consommation. Et même Shopfully, pourtant spécialisé dans la communication promotionnelle, s'inscrit dans cette logique. En ciblant les bonnes offres au bon moment, selon votre localisation, vos horaires, vos préférences, la plateforme cherche à réconcilier l'efficacité commerciale avec la pertinence contextuelle. C'est une forme de proximité subtile, discrète, mais efficace. Et Olivier Dauvers, dans son analyse, le résume parfaitement. Le commerce de proximité, ce n'est pas le commerce du petit, c'est le commerce du pertinent. Autrement dit, il ne suffit pas d'être là, il faut être juste, à un bon endroit, au bon moment, avec le bon ton. Ce que montre cette lecture de la proximité aujourd'hui, c'est qu'elle est multidimensionnelle. Elle est physique, oui, mais aussi émotionnelle, digitale, contextuelle, et elle devient un levier stratégique majeur parce qu'elle touche ce qui fonde toute relation commerciale durable, la confiance. Alors en conclusion, on peut dire que nous allons vers un nouvel équilibre. Ce que révèlent ces 12 conversations, c'est que la distribution alimentaire est entrée dans une phase de recomposition profonde. Les modèles ne s'effondrent pas, ils se déplacent.
Loin des ruptures spectaculaires, ce sont des transformations patientes, silencieuses parfois, mais structurantes qui redessinent le paysage. La digitalisation n'est plus un supplément d'âme, elle est une infrastructure, un langage, un réflexe. La logistique n'est plus en coulisses, elle est au cœur de la promesse. La donnée n'est plus un outil, elle est un actif stratégique. Et le sens, qu'il passe par la durabilité, la proximité ou la transparence, n'est plus un luxe narratif. Il devient une exigence du client, une boussole pour l'enseigne, une responsabilité pour le secteur. Dans ce contexte, chaque acteur est sommé de faire des choix, investir ou subir, prioriser ou diluer, expliquer ou esquiver. On ne peut plus tout faire, on ne peut plus faire comme avant, et ce n'est sans doute là que réside le principal enseignement. La distribution alimentaire entre dans une époque des arbitrages entre efficacité et engagement, entre massification et singularité, entre industrialisation et lien humain. Tous les acteurs que j'ai interrogés n'ont pas les mêmes réponses, mais tous à leur manière cherchent un nouvel équilibre, un équilibre entre les attentes d'un consommateur plus fragmenté, plus exigeant, plus mobile, et les contraintes d'un système logistique, économique, réglementaire de plus en plus complexe. Alors, que nous reste-t-il à surveiller dans les mois à venir ? Peut-être la capacité de certaines enseignes à tenir leur cap sans se rogner, peut-être l'émergence de nouveaux modèles hybrides, plus fluides, plus décentralisés, peut-être aussi un retour en force du commerce ancré local, incarné, mais augmenté par la technologie. Ce qui est certain, c'est que la distribution alimentaire ne pourra plus se contenter d'optimiser l'existant. Elle devra à un moment ou à un autre choisir ce qu'elle veut être. Et ce choix, quoi qu'il en coûte, ne pourra plus être différé.